session numéro 1. On va faire une introduction toute simple. Donc, il n'y a même pas besoin d'être vraiment développeur. C'est très, très beginner friendly. C'est très accessible. Vous verrez, Google Apps Script, en fait, c'est l'outil low-code de Google Workspace qui vous permet d'automatiser en fait, vos process métiers. C'est-à-dire que même si vous êtes secrétaire, si vous êtes comptable, si vous êtes du marketing, de la communication, vous pouvez vous aussi automatiser vos tâches avec quelques lignes de code, c'est vrai. Alors, il faut un petit peu de formation parce que Google Apps Script est basé sur JavaScript, mais vous verrez, c'est très facile. Moi, j'étais secrétaire avant, il y a une dizaine d'années. Et je me suis reconvertie maintenant, voilà, je suis développeuse et je suis passée Google Developer Expert sur Google Workspace en 2023. On est 2 femmes dans le monde dans cette spécialisation sur Google Workspace. Tous les autres spécialistes sont des hommes. Donc, je suis assez fière de moi d'avoir ce titre. Et je vous donnerai à la fin mon contact sur LinkedIn parce que je trouve que c'est important qu'on réseaute. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et tout ça, si ça n'a pas été assez clair, par exemple. Donc voilà, je suis consultante. Je travaille pour des entreprises dans l'industrie en général. Je suis notamment connue pour avoir formé l'ensemble des salariés d'Airbus à Google Apps Script et AppSheet. Donc, avec le catalogue de formation que j'ai construit, ils ont appris donc, à développer eux-mêmes leurs propres applications. Et j'ai par exemple revu une femme que j'ai formée en 2019, au tout début, quand j'ai commencé. Et je l'ai revue là il y a quelques mois de ça. Et maintenant, elle travaille dans la data. Et elle est développeuse et elle fait tous les ans l'Advent of Code. Donc, vous voyez, en fait, Google Apps Script, ça peut être une porte ouverte sur du code de pro ensuite. Parce qu'à la base, je suis développeuse et je me suis juste spécialisée dans le low-code et le no-code. Voilà, j'ai un peu trop parlé de moi. Maintenant, on va passer à la slide suivante. Ou donc, qu'est-ce que Google Apps Script? Donc, c'est un langage qui est basé sur JavaScript, comme je disais, et qui est inclus directement dans l'écosystème Google Workspace. Google Workspace, c'est une suite bureautique, en fait, qui vous permet d'utiliser des tableurs, du traitement de texte, des présentations avec des diapos, des slides. Vous pouvez aussi créer des événements dans votre agenda. Enfin, voilà, des outils bureautiques, un petit peu comme le concurrent qui commence par un M, que tout le monde connaît, et qui a une suite qui commence par un O. Voilà, je le nomme pas. Mais donc, Google Apps Script, c'est un outil de développement web. Les gens ont tendance à croire que c'est l'équivalent de VBA justement chez le concurrent. Et c'est pas du tout la même chose. VBA, ça peut fonctionner en local sur votre ordinateur, alors que Google Apps Script, ça run sur les serveurs de Google. C'est comme une sorte de langage back-end. Et on peut utiliser du JavaScript donc pour avoir des fonctions clients, des fonctions côté client et interagir avec des éléments HTML. Imaginez donc que votre écran, c'est l'interface qu'on appelle le client et derrière, ce que vous ne voyez pas, ce qui se passe, c'est le back-end et ça va être géré avec Google Apps Script. Vous pouvez donc faire interagir ensemble les éléments de Google Workspace, donc Google Sheets, qui vous permet de faire un tableur, Google Docs, qui vous permet de faire du traitement de texte. Vous pouvez envoyer des mails avec Gmail. Vous pouvez aussi créer un Google Forms. Vous pouvez interagir avec les API, parce qu'il y a aussi des fonctionnalités qui s'appellent URL Fetch App qui vous permettent d'interagir avec des API externes. Donc, vraiment, c'est un outil web. Vous pouvez créer des web apps, vous pouvez créer votre site web. Il n'y aura pas besoin de l'héberger quelque part, puisque tout est déjà inclus dans Google Workspace. Voilà, donc, vous pouvez créer des web apps, vous pouvez créer des add-ons, vous pouvez créer des custom menus, vous pouvez créer des custom fonctions.
On peut vraiment créer énormément de choses avec Google Apps Script. C'est au départ, quand on est un développeur pro, je vais pas vous le cacher, moi au début, quand on m'a dit tu vas développer avec du low-code, j'ai un peu fait la tête. Mais moi, à la base, je voulais être développeuse. Et en fait, j'ai mis les mains dedans. Et depuis, j'adore Google Apps Script. Ça va faire bientôt 6 ans que je suis dedans. J'ai essayé de faire d'autres trucs. Hein. J'ai fait une petite période de data engineering. Et en fait, on fait trop de SQL dans la data. Et j'aime pas trop le SQL. Donc, je suis revenue à Google Apps Script. Et vraiment, j'adore Google Apps Script. C'est un truc génial. On peut automatiser tellement de choses. Je m'en sers dans la vie de tous les jours. Je m'en sers, par exemple, pour nettoyer ma boîte mail. J'ai plein de mails non lus. Genre 8000, 9000 mails non lus, parce que voilà, je ne les lis pas, je ne les ouvre pas. Et ça me stresse d'avoir 8000 mails non lus. En fait, je me suis fait une fonction récursive qui les passe tous en non lus. Ça ne sert strictement à rien, mais moi, ça m'enlève du stress. Donc, je peux aussi faire des trucs pratiques. Par exemple, j'ai une association en parallèle de mes activités professionnelles. Et dans cette association, je dois envoyer des reçus fiscaux à nos donateurs une fois par an pour qu'ils puissent faire leur déclaration d'impôt. D'ailleurs, je suis en retard. Et je leur envoie aussi en masse sur Gmail un PDF qui les invite à notre assemblée générale annuelle. Et donc tout ça, je le fais avec Google Apps Script à l'aide d'un Google Sheets, de l'API de Google Drive, d'un Google Docs qui me sert de template et de Gmail. Et je rends le mail un petit peu joli avec du HTML. L'avantage de Google Apps Script, c'est que c'est un environnement de dev intégré directement dans Google Workspace, donc vous n'avez rien à installer. Et c'est gratuit en plus. Donc si vous avez une adresse Gmail, par exemple, vous pouvez utiliser Google Apps Script. Rien à payer, rien à installer. Tout est gratuit. Il y aura juste des quotas et des limitations parce que c'est le cloud. Mais les quotas et les limitations sont quand même assez grandes. Par exemple, je vais vous montrer la page des quotas. Alors, Google Apps Script Préférences. Si vous tapez Google Apps Script Préférences, vous voyez le premier site que vous voyez ici, là, c'est la doc, la sainte référence, la sainte doc de Google Apps Script. Et ici, je vais taper le mot quota dans Search. Hop. Et là, vous allez voir les quotas, ils sont quand même plutôt grands. Donc, quand on a un compte gratuit, Gmail, vous voyez, je peux créer jusqu'à 5000 événements par jour. J'ai pas assez d'amis pour créer 5000 événements par jour. Donc, on a largement de quoi faire avec les quotas, même avec l'édition gratuite. Et quand vous avez un compte payant Google Workspace, comme les entreprises en général, ils peuvent un compte peut créer jusqu'à 10 000 événements par jour. C'est quand même énorme. Vous pouvez écrire 20 000 emails par jour. Alors, il y a écrit excluding send parce qu'il y a une limite aussi pour ne pas spammer les gens et tout ça. Donc, je vous invite à faire ce que j'ai fait là. Tapez Google Apps Script référence. Et ensuite, ici, dans la barre de recherche, quota. Et comme ça, vous tombez sur cette page et vous voyez les quotas. Ce que vous pouvez faire avec Google Apps Script, les limitations et tout ça. Parce qu'en 30 minutes, je ne vais pas pouvoir vous former intégralement sur Google Apps Script. Donc, je vais devoir survoler. Hein. Et donc, en fait, c'est un environnement qui est directement intégré dans Google Workspace et il vous permet facilement d'utiliser les API de Google Workspace pré-intégrés. Et je vais vous montrer dans quelques instants comment vous pourrez appeler donc, ces API très très facilement et comment vous pouvez faire interagir entre eux tous ces services Google Workspace. À la fin de la session, ne vous inquiétez pas, vous aurez les slides. Même si je ne les lis pas directement, je préfère rendre ça un peu plus interactif. Vous aurez les slides et il y a même des petits bouts de code que je vous offre en cadeau que vous pourrez reproduire assez facilement. Là, je vais vous montrer l'éditeur AppScript et je vais vous présenter l'interface et ses fonctionnalités. Il me reste encore 20 minutes, donc c'est très bien. Donc, je vais rester encore un petit peu sur la slide parce que, sur la slide suivante, je vous dis où trouver l'IDE.
Donc, un IDE, c'est un environnement de développement. En général, quand on développe dans d'autres programmes, on installe un IDE. Des fois, on le paye, des fois, c'est gratuit. Vous avez VS Code Studio, par exemple. Vous avez IntelliJ. Vous avez des trucs de JetBrains. Enfin, voilà, vous avez des IDE, parfois payantes. Bah, là, c'est gratuit. Vous le trouverez directement soit, là, j'utilise Google Chrome, vous tapez script.new, entrée, et hop, vous créez un script standalone. Et ça marche aussi avec tous les autres documents de Google. Vous voulez créer un Google Docs, vous tapez docs.new, entrée, et hop, vous avez un nouveau Google Docs. Et ça marche avec tous les autres produits. Donc, sheets.new, forms.new, slides.new, et vous avez des nouveaux documents comme ça. Je vous apprends une astuce qui n'est pas du Google Apps Script, mais c'est parce que je suis super sympa, j'aime bien vous apprendre des astuces. Donc voilà, vous ouvrez l'IDE avec ça, script.new. Vous pouvez aussi avec script.google.com. Là, vous atterrissez sur la home page de tous vos projets Google Apps Script. Là, sur ce compte, j'en ai pas beaucoup. J'ai plein de comptes Apps Script un peu partout, chez mes clients et compagnie. Donc là, sur celui-là, j'en ai pas beaucoup. Si j'en avais beaucoup, vous en verriez beaucoup, je pourrais glisser tout ça. Ici, si vous mettez des projets en favori, vous les retrouvez. Là, vous retrouvez tous les projets, même ceux qu'on vous a partagés. Shared with me, pareil. Ici, là, les projets qu'on vous a partagés, mais là, je me suis partagé avec moi-même. Là, ceux que vous mettez à la poubelle parce que vous les avez trouvés nuls, vous pouvez aller les récupérer, par exemple. Ici, vous voyez toutes vos exécutions. Quand vous avez un script qui a fail, par exemple, là, c'était 6 heures du matin, j'étais fatigué, voilà, il a fail. Ici, vous pouvez retrouver tous vos triggers. Si vous mettez des triggers, c'est des déclencheurs. Vous pouvez déclencher votre script tous les jours à la même heure, toutes les heures, toutes les semaines, le même jour, enfin, comme vous voulez. Ici, le Getting Started, très très bien pour les débutants. Vous avez tout plein de choses pour vous apprendre de documentation, des morceaux de code à reproduire, des trucs pour comprendre, des hands lab. Vraiment un parcours pour apprendre. Moi, au début, j'ai appris comme ça. Il y a 6 ans, quand on m'a dit Dara, tu ne trouveras jamais de boulot comme développeuse Java. Fais-toi à Google Apps Script. Ben, je me suis formée comme ça. Je me suis formée sur YouTube aussi. Je vous partagerai une super chaîne si j'ai le temps dans mes 30 minutes. Voilà, là, les settings, c'est si vous voulez mettre l'API de Google Apps Script. Je vous conseille de mettre on si vous voulez utiliser certaines API, par exemple. Et là, service status, c'est bien quand vous voulez vérifier que tout va bien sur Google Apps Script. Là, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de problème, tout va bien. Reader, vous voyez, hyper fastoche à trouver. Et là, c'était pour créer des standalone scripts. Donc des scripts que vous pourrez retrouver ensuite dans Google Drive. Ici, là, j'ai Google Drive. Vous voyez le projet que j'ai créé tout à l'heure, là. Il est untitled, il n'a pas de nom. Il est là, il existe. C'est un fichier comme ça, là, avec ce logo. C'est un fichier Google Apps Script qui vit tout seul. Il n'est pas attaché à un document de Google Workspace. Mais je peux aussi créer des container bound scripts. Et là, ça va être des scripts qui vont être attachés à des documents. Là, par exemple, à mon Google Slide, ici, dans le menu extension, et donc dans tous les documents, sauf Google Forms, mais je vous montrerai où le trouver, dans tous les documents de Google Workspace, vous trouverez dans le menu extension ici, le menu AppScript. Et là, maintenant, ce projet AppScript, ici, il est accroché ici à ce document Google Slides. Donc, c'est un container bound script, il est accroché à ce container. Et donc, si je fais une copie là de ce document, tiens, ici, là, je clique, je fais une copie. Je fais aussi une copie du code qui est accroché avec, ce qui est très pratique quand vous avez, par exemple, un fichier que vous avez envie de réutiliser d'une année sur l'autre. Ça arrive souvent chez mes clients. On fait un code,
qui fait des petits trucs. Et puis, la personne, elle a envie de le réutiliser l'année d'après. Elle va juste changer l'année, elle va le copier et paf, elle peut le recommencer pour une nouvelle année. Hyper pratique, pas besoin de réécrire le code, il est déjà là, il est déjà collé au projet. Là, je vais vous présenter maintenant l'interface, ce qu'il y a dedans. Donc ici, je peux renommer mon projet. Je vais l'appeler code démo. Code démo live. Code démo live. Ici, donc, c'est l'overview de tout mon projet. Je vois que c'est un container bound script accroché à un Google Slide parce que c'est le logo de Google Slide. Je vois que pour l'instant, il a 0% d'erreur, c'est normal. Je n'ai pas encore fait de code qui va avec. Si je slide un petit peu vers le bas ici, je vois que je n'ai pas de scope, je n'ai pas de OAuth scope encore accroché à mon script. C'est normal, je n'ai pas créé de code, donc je n'ai pas besoin d'autorisation, je n'ai pas besoin de permission, mais je vais revenir sur cette fenêtre après, une fois après avoir mis quelques lignes de code. Donc là, le nombre d'exécutions de ce code, combien d'utilisateurs on a sur ce script. Voilà, ça nous permet d'avoir un dashboard, de monitorer ce qui se passe dans votre script, à qui il appartient. Ici, c'est moi. Quand est-ce qu'il a été créé? Quand est-ce qu'il a été modifié la dernière fois? La dernière fois que quelqu'un l'a lancé, son statut, est-ce qu'il est cassé? Enfin, voilà. Ici, vous pouvez le rajouter dans vos favoris. Ici, vous pouvez finalement décider que non, ce projet est pourri, je le jette. Hop, voilà. Ici, sur la fenêtre avec cette editor, c'est là que la magie se passe. C'est ici qu'on va écrire les lignes de code. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est que comme je suis dans Google Slide, qu'est-ce que je pourrais faire par exemple, là, il y a écrit Dharam. Et je vais faire... Alors, je connais pas les trucs par cœur, excusez-moi. Ça a beau être, ça a beau faire depuis 6 ans que je bosse dedans, mais vous voyez dans toute la doc que je vous ai montré tout à l'heure, je vous la remets pour que vous voyez bien, pour que vous sachiez bien que je suis pas juste une fraude en fait. C'est que vous pouvez utiliser tous ces services-là avec Google Apps Script. Tous ces services. Vous voulez faire quelque chose en calendar, vous utilisez ça. Vous voulez faire quelque chose dans Google Chat, vous utilisez ça. Vous voulez faire quelque chose dans Google Docs, etc., etc. Personne ne peut connaître tout ça par cœur. Personne. J'ai une mémoire phénoménale et j'y arrive pas. Personne ne peut connaître tout ça par cœur. Donc, voilà, des fois, on a l'autocomplétion pour nous aider. Donc là, je vais faire Slide App et je vais faire un truc, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans Slide App? Voyons voir. Get Active Presentation. Hop. Et allez, je vais juste prendre le nom. Voilà, je vais juste prendre le nom. Hop. Et là, juste avant, je vais utiliser un truc de JavaScript qui s'appelle console.log et qui vous permet de voir le résultat de ma commande là. Là, en gros, ici, je lui dis, tu vois, j'ai appelé le service qui est dédié à Google Slides, qui s'appelle Slides App. Et ici, je lui dis, tu me prends cette présentation-là qui est accrochée à mon code et tu vas me sortir son nom. Et console.log, en fait, ça va juste l'imprimer. Donc là, je vais enregistrer mon code. Et là, maintenant, vous voyez ce que j'ai fait là. Ici, ça a modifié des choses dans mon menu Overview, dans les scopes. Ici, dans les scopes, maintenant, je vois See, Edit, Create and Delete all your Google Slides presentations. Et ici, on a un scope qui commence par HTTPS. HTTPS, Google API, / auth presentations. Ça, je vais vous montrer d'où ça vient après. Donc là, hop, mon bout de code, on revient dans l'éditeur, je vais le lancer. Je vais cliquer sur Run, ça choisit ma fonction qui s'appelle MyFunction. Je clique sur Run et j'ai automatiquement une pop-up parce que Google, ils sont très à cheval sur la sécurité. Ils ne veulent pas permettre n'importe quoi. C'est normal, très sur la sécurité. Donc,
c'est ce qu'ils appellent le least privilege. Donc, à chaque fois, vous aurez des pop-up comme ça quand vous rajoutez des scopes dans votre script qui vous demandent de revoir les permissions. Donc là, on va revoir les permissions ensemble. Donc, hop, je vais cliquer sur mon compte parce que c'est avec ce compte que j'ai appelé ce code. Et là, en fait, il me dit, vous voyez, see, edit, create and delete all your Google Slides presentations. C'est exactement ce qu'on voyait là dans l'overview. Et en fait, ici, là, si je retourne dans la doc et que je vais dans la doc de slides, vous voyez, j'ai appelé Slide Apps. Et dans Slide App, j'ai utilisé un truc qui s'appelle Get Active Presentation. Et Get Active Presentation, ici, là c'est la doc. Vous voyez, vous avez un petit bout de code pour vous montrer comment s'en servir. Ça, des fois, c'est bien, c'est pratique. Et ici, je vois les scopes. Je vois le scope, là. Celui-là. Le même scope qui est dans le menu Overview. En fait, à chaque fois que vous utilisez une méthode ici, il faut que dans les autorisations, dans les scopes, normalement, ils sont ajoutés automatiquement. Mais il faut qu'il y ait ça. Et donc là, dans mon script, ici, alors j'ai ma fenêtre d'autorisation que je n'ai pas validée. Je continue, je valide. Voilà, hop, normalement. Voilà, hop, ça me log bien, vous voyez, le nom de ma slide, comme convenu. Je vais accélérer parce que j'ai encore plein de slides à vous montrer. Et hop, dans l'éditeur, je voudrais vous montrer autre chose. Ici, vous avez le Project History, ce qui est très pratique quand vous travaillez à plusieurs des fois. Le mieux, c'est d'utiliser ClassP, de mettre votre projet dans un repository GitHub et tout ça. Mais ce sera peut-être un autre sujet de talk plus tard. Clasp, vous connaissez le nom maintenant, CLASP. Je vous recommande de regarder la doc si vous voulez. Mais sinon, vous avez ça pour voir l'historique de votre projet. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez fait une boulette, vous voulez revenir en arrière, vous pouvez grâce à ça. Ici, c'est les triggers. C'est là qu'on peut ajouter, comme je vous disais, hop, dire je veux que ma fonction, elle soit lancée, hop, la time driven, chaque heure, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, etc. etc. Et si jamais il y a un fail, parce que ça arrive que les serveurs de Google y plantent, hop, dis-le moi tout de suite. Dis-le moi une fois par heure, dis-le moi une fois par jour, dis-le moi une fois par semaine. Ça dépend du niveau critique de votre script. Voilà pour les triggers. Ici, les exécutions, voilà, c'est là que vous avez l'historique de quand vous avez run votre script. Et ici, les project settings, c'est là que vous pourrez, par exemple, changer la time zone. Là, moi, je suis à Paris, enfin, je suis à Paris, je suis à Toulouse, dans le sud de la France, mais donc je suis sur la time zone de Europe-Paris. Vous, au Cameroun, vous allez choisir votre time zone du Cameroun, et ainsi de suite. Ici, si vous tiquez sur cette box-là, ça va vous montrer dans l'éditeur un nouveau fichier. Ici, où vous pouvez changer certaines choses. C'est le fichier. Alors, il a un nom, je l'ai oublié, mais c'est le fichier voilà, appscript.json. Il est très, très important et il peut casser votre projet. Donc, le mieux, c'est de le garder caché. Si d'autres gens ont accès à votre projet, cachez-le, c'est mieux. Ici, vous avez l'ID de votre script que vous retrouvez en général ici, là. Dans l'URL, c'est la même chose. Vous voyez là, ça finit par ETA à la fin. ETA ici. Ça commence par un H. Ça commence par un H. En fait, chaque projet dans Google Workspace, c'est unique, a un ID unique, comme ça. Vous pouvez lier votre projet à un projet GCP quand vous voulez transformer votre appli en add-on, par exemple, en le déployant. Ça, c'est un truc un peu plus complexe. Je n'ai pas le temps de vous en parler sur cette session. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec Google Apps Script. Et donc, dans le menu extension, pour Google Forms, je vous en ai ouvert un. C'est ici, là, dans les 3 petits points, Apps Script, et vous avez le même menu, le même IDE. On va accélérer un petit peu. Regardons l'IDE de près en live. Je vous ai fait une web app pour vous montrer
en fait qu'on peut utiliser des fichiers HTML, créer des fonctions clients JavaScript et faire des trucs super stylés. Là, c'est déployé. Hop, avec le test de déploiement, je vais obtenir une URL. Et voilà, j'ai une interface client. Bon, je suis nulle en design, mon appli est moche, je suis désolée, mais elle fait le boulot. Ici, je vais sélectionner un fichier là. J'ai ouvert un Drive Picker, j'appelle l'API de Google Drive. Et là, si je clique hop, sur ce fichier, je le sélectionne et vous voyez, ça me met exactement ce que je voulais, le nom du fichier, l'ID du fichier, tout ça. Voilà, ça c'est une web app et c'est un truc qu'on peut construire avec Google Apps Script très facilement. Enfin, très facilement, si on a des bases de JavaScript, évidemment. Hop, ça, c'est le truc de plus près. Je crois que je vous ai mis le lien hein, pour la web app parce que je suis gentille. Mais si jamais j'ai oublié, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je vous la donnerai gratuitement parce que je suis sympa. Les bases de la programmation avec AppScript, donc variables, boucles et fonctions. J'espère que vous connaissez déjà un petit peu tout ça parce que je vais être obligée de survoler super vite parce qu'il me reste que 4 minutes. Donc les variables, pour déclarer des variables qui sont en fait un conteneur pour stocker des valeurs et des données, vous avez 3 mots-clés, var, let et const, pour les déclarer. Var, let et const, ça va dépendre de l'importance de votre variable et de la portée de votre variable. Vous pouvez déclarer des nombres, vous pouvez déclarer des chaînes de caractères, donc ça s'appelle des strings. Vous pouvez déclarer des booleans, si c'est true ou false. Vous pouvez déclarer des listes ou des tableaux, on appelle ça en français, ou même des objets. Varlet ou const, comment choisir? Moi, souvent, je suis feignante, je vais utiliser let. Let, c'est safe. Var, attention, c'est sujet à faire des erreurs parce qu'en fait, var, ça a une portée dans tout votre projet et ça permet de renommer une variable qui a déjà été nommée, qui existe déjà. Et donc, voilà, vous pouvez faire des boulettes dans votre projet et ne pas vous en rendre compte, ça va être galère à débugger. Let, c'est plus safe. Const, c'est pour vos variables qui ne changent jamais pendant tout votre projet, elles ont toujours la même valeur. En gros, vous trouverez plein d'articles pour var, let et const qui ont été mieux écrits que moi pour vous orienter dessus. Les bonnes pratiques pour des variables, c'est de leur donner des noms clairs, simples, descriptifs. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'écrire des romans en commentaire. Les noms de variables ils peuvent contenir des chiffres, des lettres, des underscores, des signes $, mais ils doivent impérativement commencer par un lettre ou un underscore. S'ils commencent par un underscore, c'est une fonction cachée. Et il y a des mots réservés que vous ne pouvez pas utiliser. Genre le mot fonction, il est réservé, vous ne pourrez pas l'utiliser. Quel autre mot il y a plein de mots interdits, mais en général, l'IDE vous le montre que vous ne pourrez pas les utiliser. Restez cohérent quand vous utilisez une convention de nommage. Il y a des conventions différentes. Il y a, par exemple, moi, ce que j'aime utiliser, c'est mettre la première lettre du mot en lettre capitale. Par exemple, vous voyez comme dans JavaScript, là, ça s'appelle le camel case. Il y a des gens qui aiment mettre des underscores. Si vous choisissez le camel case, si vous choisissez le underscore, essayez de garder la même cohérence dans tout le projet. C'est plus facile à lire parce que des fois, vous n'êtes pas tout seul à bosser sur le projet. Quand vous êtes consultant comme moi, vous travaillez à plusieurs et c'est galère de travailler sur le code dégueulasse d'un collègue. Les fonctions. Vous avez le mot-clé fonction et après des parenthèses et là, ça s'appelle des curly braces en anglais, j'ai oublié le nom en français, désolé. Ensuite, ouais, j'ai plus beaucoup de temps. Les fonctions, je voulais vous montrer les fonctions en live. Je vous ai fait quelques petits modèles, très très vite fait.
là, en fait, vous avez une fonction, par exemple, ici, où en dur, vous verrez « Hi, I'm Paul and I'm 32 ». Ici, vous pouvez utiliser des variables et donc changer les valeurs name et age. Et ici, avec un mot-clé return, vous pouvez donner des valeurs que vous pouvez réutiliser dans d'autres fonctions. Voilà, je voulais surtout vous montrer ça. Désolée d'avoir débordé un petit peu. Les boucles, je vous dirais d'utiliser des boucles forts, c'est les plus faciles pour les débutants. Si vous utilisez celle-ci, là, que je vous ai écrit, elle vous permet de lister une par une chaque élément de ma liste là. Le code est déjà écrit, vous aurez juste à le run. Et comment accéder au service Google Workspace, je vous ai déjà montré. Ça, c'est le lien pour la doc de référence. N'hésitez pas à le mettre dans vos favoris. Et des exemples concrets d'automatisation simple. Je vous ai fait déjà des bouts de code déjà écrits. Là, par exemple, vous envoyez un email à moi, à mon adresse email, avec ce sujet de mail et ce body de mail. Là, vous créez un fichier HTML qui s'appelle comme ça, qui aura ce contenu et qui sera un fichier de type HTML. Et là, ça, je peux vous faire la petite démo. Vous mettez à jour une feuille de calcul qui est ici. Hop, vous voyez mon nom de famille Beauvoir avec mon code de démo live. Il est là, ici. Hop. Ah, je sais plus où je l'ai mis. Je voulais vous montrer que. Ah, je crois que je l'ai mis dedans. Non, je ne l'ai pas mis dedans. Ok, c'est cassé. Bon, désolé, je voulais vous montrer que je pouvais mettre à jour mon fichier pour pouvoir m'appeler Dara Reeves, parce que Keanu Reeves, c'est mon mari. Mais j'ai pas dû le faire correctement, ou j'ai pas dû l'écrire correctement. Je ne l'ai pas fait ici. Ah si, il est là, regardez, hop, il est là. Mise à jour de calcul. Hop, il est ici. Ce fichier de code, il est offert, hein, vous pouvez l'ouvrir et vous avez toutes ces feuilles ouvertes. Je vais le run, vous voyez, au début, il y avait écrit mon nom, Dara Beauvoir. Hop, et là maintenant, il y a écrit Dara Reeves. Voilà, vous pouvez mettre à jour Google Sheets en utilisant ce petit bout de code qui est offert. Et normalement, j'ai fini. Essayez au maximum d'optimiser votre code en limitant les calls API. Donc, pas de calls API, le moins possible dans les boucles, surtout. C'est le plus important. Et ça, c'est le flash si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn pour qu'on soit copains sur LinkedIn et si vous avez d'autres questions à me poser. Désolée, j'ai débordé de 3 minutes 20. Mais normalement, c'est à Abdel et Abdel, il pourra vous montrer un peu plus de bouts de code que moi, comment bien utiliser Google Apps Script. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur LinkedIn peut-être. Merci Dara de m'avoir passé la balle. Peut-être, je ne sais pas si tu as grignoté un peu de mon temps, mais bon, je vais grignoter sur celui des participants. OK, donc nous entamons cette deuxième session, cette deuxième phase sur Google Apps Script qui sera un peu plus pratique. Donc, je suis Abdelaziz Foussa, je travaille un peu dans le Google Workspace et je suis GDG Yaoundé Organizer. Ah, le micro. OK. Donc, je travaille avec Tech Equity Cloud basé au Royaume-Uni où nous développons, nous déployons des solutions Enterprise dans la Afrique francophone. Comme c'était le cas récemment avec Sogea, l'entreprise qui gère l'aéroport de Guinée-Conakry. Donc, vous avez là mon Twitter et vous pouvez m'envoyer des mails si vous voulez. Donc, Abdelaziz Foussa sur LinkedIn. Donc, l'objectif un peu de cette session, ce sera de comprendre comment est-ce qu'on peut automatiser les réponses d'un formulaire Google
générer des codes d'accès. Donc, c'est-à-dire ici, on va prendre des données, générer un nombre aléatoire qu'on va stocker dans une cellule donnée. On va générer des codes d'accès automatiques, c'est le cas, qu'on va envoyer dans le mail. Donc, l'envoi des mails personnalisés automatiquement. Donc, ici, on va essayer de faire l'envoi de mails à partir d'un draft, donc du brouillon de Gmail. Donc, on va classer les participants selon leur niveau. Donc, là, on va un peu jouer avec les if-else. Donc, et fermer le formulaire à un seuil précis. Donc, on suppose que, en fait, on va arriver à un mini système d'inscription à un événement, donc via un formulaire Google, donc, qui va un peu faire cette tâche automatiquement. Et lorsque le quota est atteint, voilà, le formulaire est fermé. Donc, les bonnes pratiques, Dara l'a déjà dit, nommer les fonctions clairement, ajouter des commentaires dans le cas où vous travaillez avec d'autres personnes ou des personnes vont lire votre code. Donc, toujours utiliser les consoles ou les loggers pour essayer d'afficher, de voir le résultat qu'on a sur des données qu'on manipule. Bon, sauvegarder très souvent, oui. Bon, avant d'exécuter sur Google Apps Script, ça peut sauvegarder automatiquement comme ça. Utiliser le menu exécuter pour faire des simulations. À chaque fois qu'on écrit une fonction ou une ligne de code, on doit essayer de voir un peu à quel niveau on est, parce que si on est dans on va dire, du langage interprété, donc pour ceux qui sont familiers avec JavaScript, donc, on va tester avant de publier, sinon que pour éviter ça marchait avant, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon. Donc, toujours tester avant de publier. Donc, le process sera un peu celui-ci. Donc, on aura, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, donc on aura un Google Form qui va pour recevoir des données. Donc, et va les stocker dans le Google Sheet. Puis, le Google Sheet va communiquer avec AppScript. Donc, AppScript c'est ce Google Sheet qui va loger notre script AppScript. Et à chaque fois que le formulaire est rempli, AppScript entre en jeu, va traiter les données, va générer des clés, des codes uniques, va stocker ces codes uniques sur le formulaire, peut-être pour l'utilisation plus tard, envoie aussi ce code unique par mail et envoie un mail de confirmation via l'API de Gmail pour dire vous êtes inscrit, voilà, voilà, et tout, voilà. Et si, par exemple, quelqu'un a renseigné un numéro de téléphone, on va essayer de stocker son contact. Donc, vous pouvez trouver cet article sur Medium où j'avais écrit un article. Il y a aussi une présentation dans le cadre de VDG Afrique francophone qui permettait de sauvegarder automatiquement les contacts à partir de Google Forms. C'est vrai que l'API utilisée à ce moment-là est dépréciée par Google. On va plutôt utiliser un autre API qui s'appelle People. Voilà. Donc, comment générer un code d'accès? Dans cette session, on va switcher de temps à autre sur la console, bon, sur AppScript. Donc, on va générer un code d'accès. Donc, voilà un peu le bout de code. Ici, on utilise mat.flow. Les JavaScript Ninja comprennent déjà ça, comprennent un peu. Donc, mat.random qui va générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, on va les multiplier et les additionner par des grands nombres pour avoir approximativement, pour avoir exactement des nombres sur 6 chiffres. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire ici. Donc, pour des modalités d'usage, on suppose qu'on aura un Google Form. Donc, on a un Google Form là. C'est vrai que nous avons fait une session un peu plus tard, plus tôt dans le cadre de ce programme sur Google Forms, sur Google Sheet. Donc, je suppose que vous connaissez un peu ce qui se passe. Donc, nous avons un formulaire. Donc, je vais partager le lien. Vous allez aider à remplir pour qu'on essaye d'avoir des données. Donc, le formulaire s'appelle AppScript Event. Nous avons le prénom, le nom, l'adresse email, le campus ou le pays, campus ou pays. Donc, nous avons presque tous les pays d'Afrique francophone, subsaharienne, non, d'Afrique francophone, oui.
Bon, pas tout. Bon, il y a autre pour ceux qui aiment ajouter. Le numéro de téléphone qui n'est pas obligatoire. Donc, il sera utilisé si quelqu'un remplit le numéro de téléphone, ça suppose qu'il veut que son contact soit sauvegardé dans Google Contact, peut-être pour des échanges ultérieurs, pour du réseautage, etc., etc. Donc, là, il faudra remplir. Maintenant, expérience sur AppScript. On suppose que en vous inscrivant, pardon, vous dites, donc on suppose que l'événement va se passer quelque part, voilà. Vous allez dire, mon expérience sur AppScript, c'est voilà, entre 1 à 5. On va utiliser ce nombre là pour classifier si vous êtes débutant, intermédiaire ou pro ou avancé. Voilà. Donc, voilà le formulaire. Donc, le formulaire sera lié est lié à notre Google Sheet qui va recevoir les données. Donc, voici. Va recevoir les données ici. Donc, nous avons le rédacteur, prénom, voilà, tous les champs que nous avons mis. Et pour des besoins d'usage, nous ajoutons ces colonnes code d'accès niveau contact créé. Donc, il est important parce que à chaque fois que nous allons recevoir une inscription, le script AppScript va générer le code unique, peut-être le code d'accès à la salle de conférence, je ne sais pas trop, ou bien ce qui sera utilisé plus tard pour une autre session, par exemple, pour générer des attestations de participation. Tiens, j'ai une idée qui vient là. Le niveau, donc le niveau sera déterminé à partir de l'expérience qui sera mentionnée là. Et si le contact a été sauvegardé, on va marquer un oui ou un non ou un OK, tout simplement ici. Voilà. Donc, voilà ce qui va se passer. Et pour accéder à le AppScript qui est lié, donc extension AppScript, voilà, c'était déjà ouvert à ce niveau. Donc, ce qui va se passer, nous avons notre fonction qui va générer le code unique. Donc, voilà. Et on va essayer de l'exécuter pas à pas. Donc, nous allons exécuter nos fonctions pas à pas pour se rassurer que les fonctions au moins fonctionnent avant de les regrouper dans un tout. Avant de les regrouper dans un tout plus tard. Donc, je vais les expliquer rapidement. Bon, on va fermer notre accolade et nous allons essayer d'exécuter notre fonction générer code d'accès. Donc, comme Dara disait tout à l'heure, nous avons le mot-clé function, le nom que nous donnons à notre fonction. Ici, entre parenthèses, ce sont des paramètres qu'on attend. Bon, ici, on n'attend pas de paramètres. Et retourne, c'est la donnée que la fonction renvoie, en fait. Donc, nous avons cette fonction. On l'enregistre à ce niveau et on l'exécute avant de l'exécuter. Donc, pour l'exécuter, je choisis bien que je vais exécuter la fonction test à ce niveau. Donc, nous avons un code unique. Donc, si je réexécute, donc dans le, bon, on va dire dans le terminal, dans la console, peut-être, voilà, nous avons des codes uniques. Donc, à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, nous allons exécuter ce code unique pour insérer à ce niveau. Donc, on va progresser. La deuxième phase, c'est nous allons essayer de créer un contact Google. Donc, créer un contact Google, nous allons créer une fonction. Donc, si le numéro est présent, cette logique sera ajoutée plus tard lorsqu'on va faire notre grande fonction et tout pour lier les fonctions ensemble. Donc, le lien de l'API People qui décrit comment utiliser People. Donc, comme je rappelais, avant, on utilisait Google Contact ou bien Contact API, je ne sais plus trop, mais cette fonction a été dépréciée et c'est déconseillé par Google. Donc, nous passons avec people.people. Donc, c'est un peu cette fonction que nous allons utiliser. Donc, à ce niveau, nous allons faire notre fonction et tester qu'un contact est bien sauvegardé au niveau de notre Google Contact. Donc, nous avons la fonction à ce niveau. Donc, on copie là pour aller plus vite. Donc, vous aurez tout le code plus tard sur l'article que j'ai fait dessus sur mon compte Medium. Donc, créer contact va prendre le nom complet, le téléphone, l'adresse email. Voilà. Va prendre, voilà, l'adresse email. On appelle contact.google. Bon, déjà, l'API People, donc ça nous permet de voir comment est-ce qu'on peut ajouter un service. Donc, je vais supprimer ce service.
et on va reprendre. En fait, il y a des API, des services additionnels qu'on peut ajouter à notre, voilà, à notre script, à notre projet AppScript. Il suffit d'aller sur Service. Je cherche ici, donc vous voyez, vous avez les admin SDK. Ça, c'est par exemple pour ceux qui managent voilà, des comptes Google Workspace Pro d'entreprise et tout. Donc, vous pouvez automatiser des workflows à ce niveau. Peut-être quand quelqu'un remplit peut-être un formulaire d'onboarding, on prend ces données. Donc, lorsqu'on vient d'engager un nouvel employé, il remplit le formulaire d'onboarding, on lui crée son adresse professionnelle, on lui partage les documents, les en-têtes de l'entreprise, les modèles et tout, on le met dans un drive partagé, on lui fait un mail d'invitation, de bienvenue, et on fait un mail d'annonce, par exemple, voilà, à l'équipe, on le met en copie pour dire, voilà, nous venons d'accueillir. Donc, un peu, les RH peuvent utiliser une solution. Donc, vous avez des API, BigQuery, etc., Drive, Gmail. Et ces services, généralement, certains sont déjà intégrés automatiquement. On n'a plus besoin de les ajouter. Par contre, donc, People API, voilà, qui est désormais manage Google Contact. Donc, on le sélectionne. La version, on est à la version 1. Donc, People, on ajoute tout simplement. Et ici, donc, il est ajouté à nos services. C'est ça qui va nous permettre donc de bien exécuter People, de faire appel à People. Donc, vous avez ces codes dans la documentation. Nous allons, le nom complet qu'on prend en paramètre, on va passer dans Display Name et dans Given Name. Voilà. Et le téléphone qu'on prend en paramètre aussi, on passe dans Phone Number et on dit que c'est de type mobile. Donc, vous voyez souvent des exemples de contacts dans Google Contact. Ça peut être de type mobile, type business, type bureau. Voilà, on va dire ici, c'est type mobile. On en reste aussi l'adresse email qu'on prend en paramètre. Donc, maintenant ici, important, c'est qu'on cherche les libellés. Parce que sur Google Contact, on va voir un exemple. Vous avez les libellés à ce niveau et vous pouvez affecter ou bien associer un contact à un libellé. Donc, à chaque fois que vous entrez dans un libellé, vous avez la totalité des contacts qui sont rattachés à ce libellé. Donc, nous allons chercher. Donc, je rappelle qu'il faut créer voilà, ce libellé au préalable. Donc, nous l'avons déjà là. Et je suis même à l'intérieur de ce libellé. Actuellement, on a 0 contact dans ce libellé. Donc, si le groupe existe, donc je récupère le groupe ici. Si le groupe existe, qu'est-ce que je fais? Je modifie le groupe et je lui affecte le contact que je viens de créer plus haut. Voilà, tout simplement. Et je fais un petit console.log pour dire que le contact a été créé. Donc, on va faire un petit test. Donc, dans notre fonction test, on peut commenter ceci. Donc, pour commenter, comme en JavaScript natif, c'est du double sur la ligne. Donc, je vais envoyer un mail. Le nom complet, bon, c'est pas un mail, je vais créer un contact Hello A. Voici le contact, un truc aléatoire, l'adresse email, c'est ici. Donc, je vais essayer d'exécuter. J'enregistre mon fichier, j'exécute test. Donc, je vais un peu zoomer, je ne sais pas si je n'ai pas les retours du chat pour voir si vous arrivez à lire le code qui est écrit. Mais de toutes les façons, vous aurez accès au code. Donc, ici, on me dit bien que le contact a été créé dans la console. Je vais aller dans le libellé, j'actualise et voilà, le réseau. Bon, on patiente. Les aléas. Pourquoi? Alors, bon, il dit qu'il a créé, contact créé. Voilà, donc j'ai déjà actualisé plusieurs fois. Donc voilà le contact qui a été créé dans mon Google Contact. Et vous savez que quand vous avez un téléphone, un smartphone Android qui est synchronisé avec votre adresse email, ces contacts directement sont dans vos... Donc, vous pouvez utiliser cette méthode peut-être pour ceux qui font des ventes, des commerces sur WhatsApp, des statuts et tout, pour enregistrer les contacts de vos clients automatiquement. Donc, j'ai créé un article dessus, c'est sur mon compte Medium. Voilà. Maintenant, la suite, donc nous avons généré les codes uniques, nous avons fait des créations de contacts.
dans Google Contact, ce qu'on va essayer de faire, on va faire des envois de mails personnalisés. Donc, l'envoi de mails personnalisé ici, je rappelle que nous allons utiliser quoi? Un brouillon Gmail. Donc, un brouillon Gmail. Ici, il est important je vais dans mon Gmail, je vais dans brouillon. J'ai déjà créé un brouillon et j'ai mis les libellés. Donc, je vais agrandir à ce niveau. Voilà. Donc, le destinataire n'est pas mis parce que le destinataire sera rempli automatiquement lorsque quelqu'un remplit le Google Form. Par contre, pour les besoins de test, j'ai mis les CC, donc les copies. Soit, on peut aussi ajouter des copies uniques qu'on peut récupérer plus tard pour l'envoi de mail. Donc, l'objet du mail, c'est confirmation de votre réservation. Donc, ce nom est important parce que c'est à partir de ce nom qu'on fera la recherche pour récupérer le brouillon. Et voilà, maintenant, il y a l'injection on va appeler ça des tags. Oui, donc prénom. Partout, on veut mettre des variables. Donc, pour ceux qui font dans le marketing et qui parfois veulent envoyer des mails automatisés, chacun va recevoir le mail comme si c'était adressé à lui-même. Donc, bonjour, par exemple, Georges, Abdel. Voilà, nous avons le plaisir de vous confirmer votre inscription. Voilà, à l'événement Upscript pour le niveau peut-être débutant, intermédiaire, votre code unique est, voilà. Donc, voilà le brouillon qui a été monté. Donc, lorsque le brouillon a été monté, nous allons faire une autre fonction qu'on va appeler envoyer confirmation. Donc, envoyer confirmation va prendre en entrée l'email, le prénom, le code et le niveau. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a dans notre brouillon Gmail, ces sortes de variables-là qu'on va juste remplacer. Le script va juste remplacer, en fait. Voilà, l'email, c'est pour déterminer à qui est-ce qu'on va envoyer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je crée une constante, une variable local ici, brouillon, qui utilise donc l'API de Gmail App et on utilise GetDrive. Donc, GetDrive ici, en fait, récupère tous les drafts, tous les brouillons que nous avons et il faut maintenant faire une recherche spécifique à l'intérieur. Donc, on va dire brouillon donc là, on avait brouillon au pluriel, brouillon, on va faire un find. Donc, on va rechercher dans les brouillons le subject, donc le message dont le sujet est à confirmation de votre réservation Google Developers Group. Voilà. On campus. Donc, c'est le titre, c'est l'objet qu'on avait donné au mail. Donc, si le brouillon n'est pas trouvé, on fait juste un return sans rien. Ça veut dire le return ici va carrément ne pas continuer le reste de la fonction. Donc, message original, on fait brouillon.getMessage. Ça veut dire qu'on a récupéré, on a bel et bien récupéré le brouillon. On récupère le contenu du message. Le corps du message, c'est message original.getBody et on fait un replace. Donc, pour ceux qui sont habitués avec JavaScript, vous avez ces fonctions-là généralement. Donc, à chaque fois où on voit double accolade prénom, double accolade Ferman, on remplace par prénom ici qui est une variable d'entrée. On fait la même chose pour code. Ici, le code est unique. Et on fait la même chose pour le niveau. Et qu'est-ce qu'on fait? Le sujet du mail, on récupère le sujet du mail. Donc, le sujet, c'était ce même sujet-là, l'objet du mail. Et les copies. Donc, les copies ici, c'est tous ceux qui sont mis en copie du mail. Parce que vous pouvez être dans une organisation où, lorsque quelqu'un s'inscrit, on doit aussi informer certains membres de l'équipe. Donc, on met ces membres de l'équipe en copie. C'est pour ça que je récupère la personne ou bien les personnes que j'ai mises en copie de mon brouillon. Et je lance donc la fameuse fonction gmail.send email, l'email à qui on envoie le sujet et le corps. Donc, le corps ici, c'est le corps que j'ai coupé, HTML body attachment. Si on a, par exemple, si j'avais mis une pièce jointe dans mon brouillon de mail, je le récupérais ici. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir une pièce jointe, ça peut être le programme de l'événement, ça peut être voilà. Et on met ça en copie. Et le nom de celui qui envoie, en fait, parce que Gmail permet, mis à part le from ici, c'est commenté parce que, malheureusement, je n'ai pas ajouté les index. Donc, les index, ici, sur Gmail, c'est, par exemple, si vous managez plusieurs adresses email et vous voulez envoyer un mail avec une autre adresse. Par exemple, vous êtes GDG Cloud Abidjan, vous avez ajouté dans votre Gmail personnel.
En envoyant les mails, vous pouvez envoyer en tant que vous ou en tant que GDG Cloud Abidjan, par exemple. Donc, le from ici ne nous n'est pas... Maintenant, le name, vous pouvez modifier. Je mets par exemple ici Abdel from GDG on campus. Voilà. Donc, la personne reçoit le mail. Le titre du mail, c'est Abdel from. Voilà. Comme dans les email marketing, Abdel from Jumia, de Jumia et tout. Voilà. Donc, nous allons tester rapidement notre fonction mail pour se rassurer que effectivement le mail peut s'envoyer pour éviter des entourloupes. Voilà, après, pour éviter les entourloupes. Donc, je vais commenter cette fonction qui fonctionne déjà bien. Donc, nous allons faire un test. Donc, nous allons envoyer le mail ici. Je vais envoyer à moi-même parce que le temps de départager l'écran pour aller sur une autre de mes adresses email. Donc, abdelfoussa.com. Je vais supposer que le nom, c'est, voilà, je vais prendre ça comme ça, Thallium. Le code, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un code à 6 chiffres. On va dire, par exemple, niveau intermédiaire. Donc, les paramètres que je passe ici, retenez que ce sont les mêmes paramètres que nous avons, le même nombre de paramètres que nous avons ici dans l'email, dans l'ordre, en fait, dans cet ordre. Donc, nous allons enregistrer et exécuter. Voilà. Voilà. Nous allons exécuter. Bon, j'ai le retour undefined, parce qu'en fait, la fonction ne retourne rien. Mais ici, je fais un console log. Donc, je fais un console log du retour de cette fonction qui n'affiche rien. Donc, en fait, je peux faire un return de, voilà, email sent, par exemple. Donc, que le mail a été envoyé et j'aurai ce retour dans la console. Donc, je vais rapidement aller vérifier si j'ai reçu le mail. Je vais fermer ce bouillon. Je vais dans ma boîte de réception. J'actualise un tout petit peu. Et voilà, le mail est arrivé. Nous avons bonjour Thallium. Et avec, voilà, vous voyez ici, Abdel from et la personne qui était mise en copie, donc c'est mon compte institutionnel. La personne qui était mise en copie est aussi en copie du mail. Bonjour Thallium T, nous avons le plaisir, voilà, intermédiaire, voilà votre code unique, etc., etc. Donc, notre mail est envoyé en utilisant l'API de Gmail, en fait, donc dans AppScript. C'est génial, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quelle est la suite? Nous avons généré le code unique. Nous avons fait quoi ensuite? Nous avons créé le contact. Nous avons envoyé un mail personnalisé à partir d'un brouillon de Gmail. Le code est là. Comment est-ce qu'on peut clôturer automatiquement les inscriptions? Voilà, c'est aussi important. Donc, on suppose que c'est le first in, first out, premier entrée, premier sorti. Voilà, first in, first save. Les premiers à s'inscrire, les 50 premières personnes, voilà, on les prend. Après, on ferme le formulaire, tout simplement. Donc, on va créer une fonction qui va utiliser l'API de Google Forms pour reprendre le formulaire qui est rattaché à notre AppScript et à notre sheet et faire la vérification en utilisant les if-else et dans ce cas-là, fermer le formulaire si le quota est atteint. Donc, nous avons une fonction là, fermer formulaire, si limite atteinte, donc form app open. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je crée une variable formulaire qui utilise l'API de form, qui utilise l'API form app. Donc, pas besoin d'ajouter dans le service, c'est déjà inclus. Open by URL. Mais l'URL, comment on l'obtient? On va faire spreadsheet app. Donc, spreadsheet app ici, c'est le classeur, donc la feuille Google Sheet. Get Active Spreadsheet. Donc, Get Active Spreadsheet ici récupère le Google Sheet qui est lié à ce Google AppScript. Donc, il récupère, voilà. Et puis, get le form URL. Puisque, en ce niveau, en fait, comment ça se passe? Nous avons dit que notre formulaire est rattaché à ce Google Sheet pour récupérer les réponses. Donc, ils sont liés symboliquement. Et ce Google Sheet est donc lié à ce AppScript, en fait. Donc, c'est un peu ça le schéma. Donc, nous passons
par le Google Sheet, on récupère le formulaire qui est lié et on prend l'URL, on met dans Form App. Donc, maintenant, nombre de réponses, ce sera voilà, getResponse.length. Donc, on peut le faire. L'API nous permet de le faire. On récupère le nombre de réponses. Donc, on va jouer un peu sur le nombre de réponses. Donc, pour le moment ici, nous allons mettre à 0 parce que c'est le cas de test. Après, nous allons remplir nous-mêmes et fixer une valeur. Donc, si le nombre de réponses est supérieur ou égal à 0, donc supérieur ou égal à 40, à 50, form.set set accepting response, donc false. Donc, on désactive l'acceptation des réponses. Vous savez que nous pouvons le faire ici. On peut dire réponse acceptée, on désactive tout simplement. Donc, pour le moment, c'est activé. Donc, on le met à false si ce critère est rempli. Donc, ce critère sera toujours vrai parce que notre formulaire est encore vide. C'est pour faire le test. Donc, et on envoie un mail aux organisateurs en disant, bon, l'organisateur ici, c'est Abdel toujours, en lui disant inscription complète comme le titre dans l'objet à l'événement. Le formulaire a été automatiquement fermé après tant, inscription. Voilà. Donc, on va faire le test aussi de la fermeture du formulaire pour s'assurer qu'à ce niveau-là, ça fonctionne. Donc, je vais commenter aussi ici. Voilà. Donc, on enregistre. Donc, je fais un console log sur fermer formulaire. Voilà. Quand je double-clique, c'est sélectionné aussi là. Exécuter. Donc, j'aurai toujours un retour undefined parce que la fonction ne retourne rien. Donc, j'ai un truc indéfini parce que ceux qui sont un peu habitués au langage typé, à la programmation, vous savez qu'il y a des types nuls, il y a des types entiers, vous avez des différents types var, char, chaîne de caractères et tout. Mais en Java, vous avez des types undefined. Donc, qui veulent dire qu'en fait, ce n'est ni un entier, ce n'est ni un objet, ce n'est ni... Donc, c'est indéfini tout simplement en fait. Donc, mais tout semble... Nous allons aller voir. Quand je passe sur l'onglet, vous voyez automatiquement, c'est passé en jaune. Ce formulaire n'accepte pas de réponse. Donc, je peux le gérer et je réactive. Donc, on va le réactiver pour des besoins de pratique tout à l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va un peu mettre ces recettes ensemble. Donc, nous avons le code ici. On va essayer de mettre ces recettes ensemble pour faire quelque chose de génial. Donc, ici, nous avons un petit script qui va nous permettre, par exemple, de déterminer le niveau de quelqu'un à partir de l'expérience qu'il a remplie. Donc, je rappelle que l'expérience, on attend un entier et ce qu'on va faire, c'est on va trouver, si c'est supérieur à 4, c'est niveau, si c'est voilà, inférieur, etc. Donc, voilà, nous allons un peu accélérer. Donc, la mise en pratique, donc, c'est on va pré-remplir le formulaire, on va observer la feuille Google Sheet, on va vérifier le mail reçu, on va voir le contact créé, on va confirmer la fermeture. Donc, c'est ce qui va se passer en fait. Donc, pour les besoins de temps, j'aurais aimé écrire le script avec vous et commenter directement, mais parce que je l'ai déjà écrit, nous allons juste l'importer parce que je vois qu'il nous reste à peine une dizaine de minutes. Voilà, pour notre partie. C'est vrai que... Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer nos constantes. Que si, lorsqu'on veut modifier le script plus tard, on peut juste venir là. Donc, je crée trois variables, trois constantes, parce que, rappelez-vous, Dara disait tout à l'heure, les consts, c'est que, voilà, la valeur ne va pas changer tout au long du programme. Voilà, on ne doit pas la changer, ces valeurs. Limite d'inscription, nous pouvons mettre à 10, ou bien même à, disons, 10. Voilà, les 10 premiers qui vont remplir quand je vais envoyer le formulaire. Le nom de la feuille. Donc ici, je vais agir directement sur le nom de la feuille. Parce que nous pouvons être dans un Google Sheet qui regorge plusieurs feuilles, par exemple. Donc, il est préférable d'indexer la feuille. Donc, je vais récupérer le nom à ce niveau. Réponse au formulaire 1. Label, nom du label de contact, c'est ça. Voilà, je l'ai là. C'est vrai qu'on l'appelle déjà à ce niveau. On peut juste faire un nom égal à nom. Voilà, label contact pour rester cohérent, pour éviter de se répéter. Voilà. Donc, nous avons ces trois variables. Maintenant, nous allons créer notre fonction globale que nous allons ajouter sur le trig, sur le déclencheur. Et à chaque fois que quelqu'un va remplir le formulaire,
c'est cette fonction qui va appeler les autres sous-fonctions que nous venons d'écrire et c'est cette fonction qui va faire tout le reste du taf. Donc, nous allons l'appeler onForm submit. C'est vrai que le nom dit déjà tout lorsque le formulaire est soumis, mais ce nom en lui-même n'a aucun impact sur l'exécution. Il faudra qu'on configure le trigger. Donc, le trigger, c'est le déclencheur pour dire, OK, à chaque remplissage, joue dessus. Donc, nous récupérons le sheet. Le sheet ici, c'est le fichier, la feuille. Nous récupérons la feuille directement. Dans cette feuille, nous voulons travailler sur cette feuille. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Spreadsheet App, qui est l'API de AppScript de Google pour attaquer. Bon, c'est vrai que j'ai un peu un parcours sécurité informatique, j'utilise des mots un peu bizarres, voilà. Donc, on va dire, pour ouvrir, ou bien pour ouvrir un sheet, voilà. Get active, donc j'ai expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire que je prends le gars rattaché à ce AppScript. Donc, nous savons, si nous venons ici dans présentation, donc l'icône, ça veut dire que c'est lié à ce sheet. Voilà. Donc, une fois cela fait, nous récupérons get sheet by name. Donc, le sheet est le spreadsheet. Donc, spreadsheet, c'est tout le fichier sheet lui-même en général. Maintenant, le sheet, maintenant, c'est la feuille. Donc, nous avons le classeur qui est spreadsheet ici. Et nous avons la feuille, donc get sheet by name. Donc, cette API permet de faire ça. Et nous passons ici le nom de la feuille. Donc, qui est cette variable que nous avons créée ici. Donc, ici, nous avons la feuille. Nous récupérons la donnée. Donc, la donnée ici n'est pas la donnée du sheet, mais c'est la donnée que cette fonction va engendrer. Donc, vous voyez une fonction d'appel là, qui est le E, qui va regorger la donnée en intégralité, c'est-à-dire l'objet donné qui a soumis dans le formulaire. Donc, nous l'appelons ici point value. On récupère la donnée qui est envoyée. Donc, si c'est ça peut être une donnée du genre un couple horodateur, nom, prénom, campus, téléphone, jusqu'à expérience. C'est ça qui est dans value. Donc, nous essayons de construire nos petites variables ici, locales, même si toutes ne servent à rien. Donc, nous avons constant horodatage qui est data de 0. Donc, vous savez que cette donnée data est un tableau, en fait, E.value récupère un tableau. Et array always start by 0. Donc, c'est la notion de la programmation. Je ne vous apprends rien, toujours par 0. Donc, 0, c'est vrai que vous allez voir que horodatage ici commence par la colonne A, la ligne 1 et tout ça, mais nous allons dire que ça commence par 0 parce que c'est le principe dans la programmation. Nous récupérons le prénom, le nom, l'email, le campus, le téléphone, l'expérience. Donc, nous avons nos variables ici que nous récupérons. Nous pouvons faire des consoles.log pour nous rassurer à chaque fois que ce sont ces valeurs-là. Maintenant, nous récupérons la ligne où nous devons sauvegarder ou bien la ligne où a été sauvegardée. Parce que le process, c'est que lorsque je remplis le Google Form, directement la donnée est envoyée ici. Avant même que le AppScript ne capture, la donnée est directement envoyée ici en tant que dernière ligne. C'est pour ça que, en fait, on va utiliser sheet.getLastRow, la dernière ligne. Récupère-moi la dernière ligne. Voilà, récupère la dernière ligne. On peut faire un petit console.log pour afficher. Donc, nous aurons une ligne là. Puis, nous générons le code d'accès. Donc, générer le code d'accès, nous avons notre fonction très en haut ici qui retourne une valeur à 6 chiffres. Donc, nous générons le code d'accès un code aléatoire. On peut l'afficher aussi dans la console pour savoir si c'est affiché. Maintenant, nous calculons, nous déterminons le niveau en fonction de l'expérience. Puisque nous avons récupéré l'expérience ici dans la valeur en faisant un parse-int. Voilà, je reviens dessus. Parse-in, permet de convertir parce que tout ce que le script récupère dans les champs ici considère histo facto comme des chaînes de caractères. Ça fait que nous imposons la conversion en entier, voilà, en entier, en décimal, en entier, on va dire en entier tout court, voilà. C'est pour ça qu'on met le 10 là.
On prend carrément la partie entière, au cas où il y a même le décimal quelque part qui veut voilà. Donc, nous déterminons le niveau. Ça, c'est ce qu'on appelle les instructions tertiaires. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui ont fait un peu d'algorithmique, ça veut dire, au lieu d'écrire tout ceci sur plusieurs lignes, on peut carrément faire le test sur une seule ligne. Donc, si c'est supérieur à 4 avancé, supérieur à 2 intermédiaire, sinon, dans d'autres cas, voilà, débutant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire un sheet.getRange de cette valeur. On va écrire, puisqu'on a généré le code d'accès, on va écrire ce code d'accès ici, dans la colonne et la ligne correspondante. Puisqu'on est à la dernière ligne, on connaît la ligne, donc la ligne n'est plus un problème. On détermine juste la colonne, puisque vous savez que dans Google Sheet, une cellule, c'est un carrefour, il veut dire c'est une rencontre entre colonne et ligne. Donc, vous le savez ça, c'est gentil. Donc, la colonne G. Mais, comment récupérer la bonne cellule? Une cellule, on peut récupérer en utilisant getRange. Donc, sheet, vous savez que sheet, nous l'avons récupéré tout à l'heure, c'est notre feuille. On va lui dire getRange de ligne. Donc, la ligne ici, on a pris last row. Donc, qui sera variable à tout moment en fonction du nombre de candidats et tout. Mais, nous partons à 8. Donc, si on essaie de compter, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais cette fois-ci, nous ne commençons pas par 0 parce que c'est différent. Là, il s'agit de l'organisation interne du sheet. Ce n'est pas de la programmation ou bien un tableau qu'on manipule. Un tableau au sens algorithmique, mais c'est un tableau au sens Google Sheet. Donc, nous commençons par 1. C'est pour ça que nous mettons 8 ici pour la colonne G. Et dans la colonne H, donc où il est écrit getRange niveau, on va mettre aussi dans ligne variable et colonne 9, nous allons mettre le niveau que nous venons de déterminer là-bas. Maintenant, on fait un if si le téléphone existe. Donc, si le gars remplit son numéro de téléphone, ça veut dire qu'il souhaite que nous échangeons de contact, que j'ai son contact. Voilà, que nous ayons son contact dans le cadre d'un événement. Voilà, on fait un créer de contact. Ça permet que lorsqu'on veut les ajouter sur WhatsApp, ça devient facile, par exemple. Voilà. Ou bien, lors de créer contact ici, on ajoute à son nom peut-être un thème. Comme ça, lorsqu'on va sur WhatsApp pour les ajouter tous, on fait la recherche de ce thème-là et on a tout le monde, on les ajoute dans le groupe. Voilà, par exemple. Au cas où on ne veut pas que le lien se balade et tout. Bon, vous imaginez tous les scénarios que vous voulez. Vous avez le libre choix. Maintenant, voilà, si le téléphone existe, on appelle notre fonction créer contact, on lui passe juste les données. Donc, sinon, on écrit non, on écrit oui lorsque le contact a été sauvegardé. Sinon, si le téléphone n'est pas renseigné, voilà, tout simplement, voilà ce qu'on fait. On écrit non. Maintenant, on envoie le mail en appelant notre fonction envoi de mail et on ferme notre formulaire. Donc, fermer formulaire ici, c'est une fonction qui, voilà. Je rappelle que la fonction va faire le test, ça va faire le calcul. Est-ce que donc elle est là. Est-ce que le quota est atteint? Donc, nous pouvons donc ici mettre notre, on va dire un peu, const quota, disons même comme ça, const quota égale, voilà, j'ai oublié un S là, const quota égale à, disons, 10. Pour être gentil, disons 10. Et ici, on va le dire, si le nombre de réponses est supérieur ou égal à quota. Voilà. On envoie le mail. On ferme le formulaire et on envoie le mail. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a rien loupé. Donc, la fonction de test vraiment ne nous sert plus à rien. Donc, on enregistre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans déclencheur ici. Donc, je l'avais déjà ajouté. Je supprime ça. Donc, déclencheur chez vous sera vide comme ceci. On a ajouté un déclencheur. Donc, le déclencheur ici, va permettre, qu'est-ce qui met en action? Quelle est l'action qui met hors la répétition? Qu'est-ce qui met donc en action, voilà, cette telle ou telle fonction? Donc, on va prendre ici, on va choisir onForm submit, voilà. Ici, c'est basé sur la feuille de calcul, voilà.
Donc, on choisit basé sur la feuille de calcul. C'est le type d'événement ici, on va prendre lors de l'envoi du formulaire, tout simplement. On enregistre. Donc, nous avons voilà, notre trigger. Donc, on n'a plus besoin de revenir ici pour exécuter, puisqu'on n'exécute plus rien. On veut que ce soit automatique. Donc, pour ceux qui sont dans le chat, j'envoie le lien du formulaire, donc copier le lien, je fais un raccourci. Donc, s'il vous plaît, aidez à remplir pour contribuer à la science. Voilà, j'envoie le lien rapido dans le chat. Voilà. Donc, vous pouvez remplir. On va essayer de voir. Donc, pour ceux qui ne veulent pas les numéros de téléphone, vous pouvez mettre un faux numéro, ce n'est pas un problème. Juste pour les besoins de la science. Voilà, voilà. OK. Est-ce qu'on a déjà des réponses? Est-ce qu'on a des réponses? On va aller à l'onglet réponses. Oui, Abraham, vous avez une question. C'est vrai que la phase des questions, voilà. Oui, en fait, je voulais simplement préciser qu'on reste avec 1 minute. Ah, OK, d'accord, merci. Voilà, donc nous sommes dans la phase de test et voilà, merci. Voilà, donc ça remplit. Donc, ça, c'est les réponses. Ici, nous avons les réponses de côté sheet. Voilà, Dorcas, Harmonie, Dara. OK, merci. Andy, Aubin, Moussa. Donc, en principe, à 10, le 11e n'est pas censé remplir. Voilà, le formulaire vient de s'arrêter. Voilà, le formulaire est bloqué. Les 10 premiers, tout le monde peut pas aller au paradis. Vérifiez aussi vos mails, si vous avez mis vos vraies adresses mail. Donc, dans le sheet, nous avons les réponses là. Voilà, merci pour les infos. Et les codes d'accès, voilà, les codes d'accès ont été, c'est vrai que, donc, si je check mes mails, voilà, j'ai ici inscription complète. Voilà, le mail, après 10 inscriptions. Voilà. Donc, en plus, le code est sur mon GitHub. Vous pouvez l'améliorer, contribuer. Donc, voilà un peu le scénario que nous avons suivi. Voilà, je reviens rapidement. Il reste 1 minute. Voilà, vérifier le mail. Voilà, dans les récaps, nous avons utilisé Google Form pour collecter les données, Sheet pour stocker, qui héberge le site d'automatisation, AppScript qui a fait un peu le couteau suisse, voilà. Gmail pour l'envoi des mails personnalisés, Contact voilà, qui a création du contact, Form API pour fermer le formulaire quand c'est OK. Donc, vous aurez la slide, vous avez le QR code de l'article détaillé sur Medium et qui regorge aussi du script sur mon GitHub. Bon, vous avez les liens, ressources de AppScript, références. Voilà mon LinkedIn, voilà mon Twitter, Abdel Foussa, voilà mon Medium, voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi.